Le silence qui s'abattit sur le restaurant n'était pas simplement l'absence de bruit, c'était une force physique, lourde et oppressante, qui écrasait chaque convive contre le dossier de sa chaise en velours, une chape de plomb qui figeait le temps et l'espace dans une immobilité terrifiante où l'on aurait pu entendre une épingle frapper le marbre froid du sol immaculé, chaque respiration semblant soudain trop bruyante, chaque battement de cœur une offense à la tension qui régnait. Mark Sterling, un homme dont la fortune personnelle dépassait les 30 milliards d'euros, s'était adossé confortablement dans son fauteuil, un sourire cruel et calculateur déformant ses lèvres minces, savourant l'effet dévastateur qu'il venait de produire en posant sur la nappe blanche immaculée une liasse épaisse de billets de 100 euros, 10 000 euros en liquide, une somme qui représentait pour la plupart des gens des mois de labeur, mais qui pour lui n'était qu'un jouet, un accessoire de scène destinée à briser la volonté de celle qui se tenait devant lui. Il fixait Hélène, la serveuse dont les mains tremblaient imperceptiblement, et il venait de lui poser une question si tordue, si moralement corrompue, que les autres dîneurs, pourtant habitués aux excès de l'élite parisienne, avaient octé d'horreur, incapables de détourner le regard de ce spectacle macabre où la dignité humaine était mise aux enchères. Il pensait l'avoir piégée, il pensait que la pauvreté, cette ombre vorace qui semblait la suivre à la trace, l'avait rendue faible, malléable, prête à tout pour s'extraire de sa misère. Mais Mark Sterling avait commis une erreur de calcul fatale ce soir-là, une erreur née de son arrogance sans bornes. Il ignorait qui était réellement Hélène. Il ignorait le feu qui couvait sous cet uniforme bon marché et la force titanesque qu'elle dissimulait derrière ses yeux fatigués, et lorsqu'elle ouvrirait enfin la bouche pour répondre, elle ne se contenterait pas de le refuser, elle allait le détruire méthodiquement, pièce par pièce. Dehors, la pluie sur Paris ne se contentait pas de tomber, elle punissait la ville, martelant avec une violence inouïe les vitraux colorés de la Cage Dorée, l'établissement gastronomique le plus exclusif de la capitale, un sanctuaire pour l'aristocratie financière où le monde extérieur et ses tempêtes n'avaient pas droit de cité. À l'intérieur, l'orage n'existait pas, remplacé par une atmosphère feutrée qui sentait la truffe blanche, le cognacordage et l'argent ancien, un parfum de pouvoir et de privilèges qui imprégnait les boiseries et les tapisseries. Hélène Vance ajusta son tablier dans le corridor de service, grimaçant alors qu'une douleur lancinante traversait son mollet gauche comme une décharge électrique, le résultat de 10 heures passées debout sans pause. Ses chaussures, achetées d'occasion dans une friperie de banlieue, ayant des semelles si usées qu'elles n'offraient plus aucun soutien contre la dureté impitoyable du carrelage. Elle prit une profonde inspiration, vérifiant son reflet dans l'acier inoxydable du réfrigérateur industriel, observant ses cheveux blonds tirés en un chignon strict et sévère exigé par la direction, ses yeux habituellement d'un vert vibrant maintenant ternis par l'épuisement chronique, et elle murmura son mantra nocturne, une prière païenne adressée à sa propre résilience. Loyer, médicaments, maman, tiens le coup juste pour ce service. Hélène n'avait pas toujours été serveuse. 3 ans auparavant, elle terminait son master en psychologie comportementale à l'université Paris-Descartes, major de sa promotion, avec un avenir brillant qui s'étendait devant elle comme un tapis rouge, mais le destin avait frappé sous la forme d'un accident de voiture brutal, un chauffard ivre percutant la petite berline de sa mère. Le conducteur avait d'excellents avocats, la mère d'Hélène avait eu la colonne vertébrale brisée et une assurance qui refusait chaque demande d'indemnisation majeure, et les frais juridiques, couplés aux factures médicales non couvertes par la sécurité sociale, avaient incinéré les économies d'Hélène, ses projets de doctorat et son avenir, la laissant à 26 ans noyée sous les dettes, servant des filets mignons à des gens qui dépensaient plus en vin en une soirée qu'elle ne gagnait en une. Année de labeur acharné. Vance. Le sifflement aigu de M. Henry, le directeur de salle, la tira de ses pensées sombres. Henry était un homme petit avec un ego inversement proportionnel à sa taille et un problème de transpiration nerveuse qui le rendait perpétuellement luisant. La table 4 arrive. Priorité VIP absolue, ne gâchez pas ça. Je répète, ne gâchez pas ça, si je vois un verre d'eau vide pendant plus de 5 secondes, vous êtes viré, compris. Hélène hocha la tête, lissant sa jupe noire avec des mains moites. Qui est-ce, monsieur Henry? Henry essuya son front avec un mouchoir en soie. Mark Sterling. Hélène sentit un œuf froid se former dans son estomac, car tout le monde connaissait Mark Sterling, le PDG de Sterling Tech, un magnate du logiciel connu moins pour son innovation que pour sa cruauté légendaire, le genre de milliardaire qui rachetait des entreprises uniquement pour licencier les employés et vendre les actifs en pièces détachées, surnommé par les tabloïds le faucheur. Célèbre aussi pour ses tests sadiques envers le personnel de service. « Je m'en occupe, » dit Hélène, bien que ses mains tremblassent légèrement. « Vous avez intérêt, » prévint Henry. Il amène son entourage, il fait l'acquisition du projet immobilier des quais de Seine, il est d'humeur massacrante. Hélène poussa les doubles portes battantes pour entrer dans la salle à manger, et l'atmosphère changea instantanément. Le jazz doux, le tintement de l'argenterie sur la porcelaine de Limoges, le murmure bas des commérages mondains créant un monde au bord duquel elle se tenait mais dans lequel elle ne pourrait jamais entrer. Elle se dirigea vers la table 4, l'emplacement privilégié au centre de la pièce sous le lustre en cristal massif, et alors qu'elle approchait, les portes du restaurant s'ouvrirent à la volée. L'hôte ne se contenta pas d'accueillir les invités,
Il se courba pratiquement en deux. Mark Sterling entra comme s'il était propriétaire de l'oxygène dans la pièce, beau d'une manière prédatrice, avec une mâchoire carrée, un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que les traitements médicaux de la mère d'Hélène pour une année entière, et des yeux sombres et froids qui scannaient la pièce à la recherche de faiblesses. Flanqué de deux jeunes hommes, ces yes men, des cadres juniors nommés Brice et Cédric qui riaient trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles, et d'une femme à son bras qui semblait s'ennuyer. Faisant défiler son téléphone, clairement là pour la photo, ils s'assirent, apportant une énergie chaotique dans le restaurant serein. Mark ne regarda même pas le menu, il claqua des doigts sans lever les yeux. Service. Hélène s'avança, forçant un sourire poli sur son visage. Bonsoir, monsieur Sterling, bienvenue à la Cage Dorée. Je m'appelle Hélène et je m'occuperai de vous ce soir. Mark leva lentement les yeux de son téléphone, ne regardant pas son visage, mais ses chaussures, puis sa montre bon marché, puis enfin ses yeux, avec un sourire en coin, un regard de pure condescendance. Hélène, dit-il, testant le nom comme s'il s'agissait d'un mauvais vin bouchonné. Vous avez l'air fatiguée, Hélène, nuit difficile ou juste une vie difficile? Brice et Cédric ricanèrent bêtement. Hélène garda le dos droit. Juste concentrée sur l'offre d'un service excellent. Monsieur, puis-je commencer par vous servir à boire? Je prendrai le château Margaux 82, dit Marc bruyamment, s'assurant que les tables voisines pouvaient entendre, et apporter 4 verres, mais vérifiez le bouchon, je ne veux pas de vinaigre. Excellent choix, monsieur. Alors qu'Hélène se retournait pour partir, Marc parla à nouveau, sa voix tombant dans un ronronnement dangereux. Et Hélène, soyez rapide, je déteste attendre, le temps c'est de l'argent, et franchement, mon temps vaut plus que votre existence entière. Hélène se figea une microseconde, l'insulte la piquant comme une gifle, mais elle ravala sa fierté. Elle le devait, sa mère avait besoin de ses médicaments. Tout de suite, monsieur, murmura-t-elle en s'éloignant, sentant ses yeux brûler son dos comme un viseur laser. Le jeu avait commencé. L'heure suivante fut une masterclass en humiliation, car Mark Sterling n'était pas juste un client difficile, c'était un sadique qui jouissait de la douleur d'autrui. Lorsqu'Hélène versa le vin, il prétendit qu'elle le versait trop agressivement et exigea qu'elle le décante à nouveau. Lorsque les entrées arrivèrent, des coquilles Saint-Jacques rares au caviar, il les renvoya parce que la température était décalée de 2 degrés, une impossibilité biologique pour lui de détecter, mais il insista. Chaque fois qu'Hélène revenait à la table, Marc avait une nouvelle plainte, un nouveau ricanement, il lui faisait chercher des articles qu'il n'avait même pas en stock, la forçant à courir à l'arrière et à s'excuser, seulement pour qu'il rît quand elle revenait les mains vides. C'est une question de dominance, les garçons, professa Marc à sa table, ignorant Hélène alors qu'elle débarrassait les assiettes. Le monde est divisé en loups et en brebis. Les brebis existent pour être tondues, regardez-la, elle accepte l'abus parce qu'elle a besoin des miettes, c'est pathétique, vraiment. La femme à côté de lui semblait mal à l'aise. Marc, arrête, elle fait juste son travail. Elle ne fait pas un travail, Vanessa, elle sert. Rétorqua Marc, il y a une différence. Au moment où le plat principal fut débarrassé, Hélène tremblait physiquement, ses jambes hurlaient de douleur, mais son esprit subissait les coups les plus lourds, elle avait été insultée, épuisée et traitée comme un meuble. Elle se retira dans la cuisine, s'appuyant contre le comptoir, essayant de retenir ses larmes. C'est un monstre, chuchota-t-elle au sous-chef, Marco. C'est une baleine, répondit Marco en coupant des oignons agressivement. Sa note est déjà à 5 000 €, le pourboire sera énorme. Survie juste, Hélène, pense à l'argent. L'argent, c'était la seule chose qui la retenait ici. S'il laissait le pourboire standard de 20%, elle pourrait payer la vie de retard sur les factures de kinésithérapie de sa mère. Elle se composa un visage neutre, s'aspergea d'eau froide, et retourna offrir le menu des desserts. Lorsqu'elle arriva à la table 4, la dynamique avait changé. Les assiettes étaient débarrassées, le vin était fini, Marc était penché en avant, ses coudes sur la table, ses yeux brillants d'une intensité sombre, et les rires de Brice et Cédric s'étaient arrêtés. Il le regardait avec anticipation. « Hélène, » dit Marc, sa voix étonnamment douce. « Approchez. » Hélène s'avança vers la table, gardant une distance respectueuse. « Oui, monsieur Sterling, souhaitez-vous voir la carte des desserts ?»« Pas de dessert, » dit Marc. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume, et lentement, délibérément, il sortit une épaisse enveloppe, l'ouvrit et en sortit une liasse de billets, des billets de 100 €, neufs, reliés par un bandeau bancaire, qu'il claqua sur la nappe blanche, le son résonnant dans le restaurant calme, faisant tourner les têtes des tables voisines. 10 000 €, annonça Marc. Hélène fixa l'argent, c'était plus qu'elle ne gagnait en 4 mois. C'était assez pour tout arranger pendant un moment. « Je ne comprends pas, monsieur, » dit Hélène, sa voix à peine un murmure, « y a-t-il un problème avec l'addition ?»« L'addition est très bien, » sourit Marc, montrant trop dedans,
ce n'est pas pour la nourriture, c'est un pourboire très, très généreux. Le cœur d'Hélène bondit. S'excusait-il vraiment? Était-ce une façon excentrique de milliardaire de se faire pardonner pour son mauvais comportement? Merci, monsieur. Elle tendit la main timidement, c'est incroyablement gêné. Marc retira l'argent brusquement, le tenant juste hors de sa portée. Je n'ai pas dit que c'était à vous, pas encore. Il se leva, et le restaurant devint silencieux, les gens sentant qu'une scène se déroulait. Monsieur Henry regardait depuis le coin, terrifié mais refusant d'intervenir avec son plus gros client. Dans mon entreprise, Hélène, projeta Marc sa voix, jouant pour le public, nous croyons aux primes de performance, nous croyons que l'argent se mérite par des actes exceptionnels. Il contourna la table et se tint à côté d'elle, la dominant de toute sa hauteur, sentant l'eau de Cologne coûteuse et la cruauté. Je suis prêt à vous donner ces 10 000 €, net d'impôts, tout de suite, dit Marc, tenant l'argent devant son visage, mais vous devez faire une chose simple pour moi. Hélène sentit un piège se refermer autour d'elle. Qu'est-ce que c'est? Marc pointa un doigt manucuré vers l'avant du restaurant, où, à travers les grandes baies vitrées, on pouvait voir la rue pluvieuse à l'extérieur. Debout sous l'auvent de l'immeuble d'en face se trouvait un vieil homme, un sans-abri, recroquevillé dans une vieille veste militaire en lambeaux, frissonnant alors qu'il essayait de vendre des journaux humides aux passants qui l'ignoraient. « Vous voyez ce déchet dehors » demanda Marc assez fort pour que tout le monde entende. « Ce vieux mendiant? Il gâche ma vue. C'est une verrue sur le visage de ce quartier. » Hélène regarda l'homme, elle le connaissait, son nom était Arthur, un ancien combattant qui avait perdu la tête à cause du stress post-traumatique et sa maison à cause de la crise bancaire, et parfois, pendant ses pauses, Hélène lui donnait de la soupe chaude de la cuisine. « Je le vois, » dit Hélène, sa voix durcissant. Marc sourit large. Il prit un pichet en argent sur la table, rempli d'eau glacée. « Voici le marché, Hélène. Je veux que vous preniez ce pichet d'eau glacée, je veux que vous sortiez et que vous le versiez directement sur la tête de ce clochard pendant qu'il dort. » Le restaurant octa, une femme à la table s'y couvrit sa bouche. « Réveillez-le, » continua Marc, ses yeux dansant de malice. « Dites-lui qu'il est une ordure et qu'il doit dégager de ma rue, faites ça, et ces 10 000 € sont à vous. » Hélène regarda du pichet d'eau à la liasse d'argent, puis au visage de Marc. « Vous voulez que j'agresse un sans-abri pour de l'argent » demanda-t-elle, sa voix tremblant non de peur, mais d'une colère volcanique montante. « C'est juste de l'eau, Hélène, il est déjà mouillé par la pluie, » rit Marc. « Je vous offre une bouée de sauvetage, 10 000 balles. Pensez à ce que vous pourriez faire avec ça, de nouvelles chaussures, un meilleur appartement, peut-être régler quelle que soit la tragédie qui vous attend à la maison. » Il se pencha près de son oreille. « Tout le monde a un prix, Hélène. J'essaie juste de trouver le vôtre. Alors, êtes-vous un loup ou êtes-vous une brebis ?» Le silence dans la pièce était suffocant. Tous les yeux étaient sur Hélène. Le gérant Henri faisait des signes pour qu'elle arrête, mais Marc l'ignorait, le milliardaire tenait l'argent, l'agitant comme une friandise pour un chien. « Tic-tac, Hélène » chuchota Marc, « l'offre expire dans 60 secondes. » Le restaurant était si calme qu'on pouvait entendre le bourdonnement des caves à vin à l'arrière. Chaque œil fixé sur Hélène, les riches clients de la cage dorée avaient arrêté de manger, les fourchettes suspendues à mi-chemin des bouches, témoins d'une expérience morale en direct, un jeu de gladiateur où la dignité d'une jeune femme se battait contre son désespoir. Hélène regarda le pichet en argent, la condensation perlant à l'extérieur, glaciale au toucher, elle regarda la liasse d'argent. 10 000 €, le ticket modérateur de la chirurgie de maman est de 3 000. Une voix chuchota dans sa tête, le loyer a 2 mois de retard, la voiture a besoin d'une nouvelle transmission. Si elle jetait l'eau, Arthur aurait froid et serait mouillé pour une nuit. C'était tout, il était dur, il avait survécu à la guerre, il avait survécu à des hivers pires que celui-ci, juste une éclaboussure d'eau, et elle pourrait sauver la vie de sa mère. C'était un calcul utilitaire, un moment de cruauté pour une vie de soulagement. Marc vit l'hésitation dans ses yeux, il se recula, confiant, il connaissait ce regard. C'était le regard d'une âme en train d'être vendue. « Fille intelligente » ronronna Marc, « allez-y, gagnez-le. » La main d'Hélène se referma sur la poignée du pichet, le métal était mordant de froid. Elle le souleva, il était lourd, clapotant de glace et d'eau. « Je reviens tout de suite » dit Hélène, sa voix creuse, vide d'émotion. Elle tourna le dos à la table 4 et commença la longue marche vers l'entrée principale. Chaque pas semblant se faire dans de la mélasse, elle passa la table 2, la femme du sénateur qui détourna le regard de honte, elle passa la table 7, un jeune couple en rendez-vous, l'homme filmant Hélène avec son téléphone, impatient de capturer le moment viral de la serveuse cruelle. Monsieur Henry, le gérant, se tenait près du pupitre d'accueil. Pâle, il ouvrit la bouche pour l'arrêter, pour lui dire que cela violait tous les codes de conduite, mais il regarda Mark Sterling et referma sa bouche. C'était un lâche, il ne la sauverait pas. Hélène atteignit les lourdes portes en chêne, elle les poussa, le son de l'orage s'engouffra, une cacophonie de vent, de pneus sur le pavé mouillé et de sirènes lointaines,
la température chuta de 10 degrés instantanément. Hélène sortit sur le trottoir, la porte se referma derrière elle, étouffant le bruit du restaurant mais la laissant visible à travers les grandes baies vitrées. La pluie tombait en trombe, et en quelques secondes, l'uniforme d'Hélène fut trempé, son chemisier fin collant à sa peau, et le vent froid mordant ses os. Elle marcha jusqu'au bord de l'auvent. Arthur était là, recroquevillé en boule sur un morceau de carton aplati, enveloppé dans une couverture sale vert olive qui avait vu de meilleures décennies. Il dormait, sa respiration raclant dans sa poitrine, un petit gobelet de café vide près de sa tête contenant 3 centimes. Hélène se tint au-dessus de lui, elle tenait le pichet à 2 mains, la glace tintant contre l'argent. À l'intérieur du restaurant, l'aîné était pressé contre la vitre, Mark Sterling était debout maintenant, faisant tourner son vin, un sourire tordu sur le visage, regardant sa marionnette danser. Hélène regarda Arthur, elle vit la cicatrice sur sa joue, elle vit le tremblement de ses mains même dans son sommeil, elle se souvint des histoires qu'il lui avait racontées quand elle lui apportait de la soupe, des histoires sur sa fille décédée, sur le bruit des hélicoptères qui ne quittaient jamais sa tête. Elle leva le pichet. À l'intérieur, Mark rit, il leva son verre en un toast vers la vitre. Hélène inclina le pichet, un jet d'eau glacée s'écoula, mais il ne toucha pas Arthur. Hélène avait pivoté ses poignets à la dernière seconde, versant l'eau dans le caniveau en béton à 2 mètres de l'homme endormi, les glaçons cliquetant inoffensivement sur la rue, emportés dans l'égout pluvial. Elle vida tout le pichet jusqu'à ce que la dernière goutte tombe, puis elle fit quelque chose qui fit octer les gens à l'intérieur du restaurant. Hélène s'agenouilla sur le trottoir mouillé, les genoux de ses collants se déchirèrent, mais elle s'en fichait, elle tendit la main et toucha doucement l'épaule d'Arthur. Le vieil homme se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés de panique. « Charlie, ils sont dans les arbres !» cria-t-il en se débattant. « C'est bon, Arthur, » dit Hélène, sa voix douce mais ferme par-dessus le vent. « C'est moi, c'est Hélène. » Arthur cligna des yeux, sa vision se concentrant, il vit la serveuse trempée jusqu'aux os, agenouillée sous la pluie à côté de lui. « Hélène. Mademoiselle Hélène ? Quoi ? Que faites-vous ? Vous allez attraper la mort. » Hélène ne répondit pas. Elle fouilla dans la poche de son tablier, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de nourriture, mais elle avait autre chose. Elle sortit un petit paquet scellé de chaufferettes qu'elle gardait pour ses propres mains lors des nuits glaciales, elle les craqua pour activer la chaleur et les pressa dans les paumes gelées d'Arthur. « Garde-les serrés, » dit-elle. « Je vais t'apporter quelque chose de chaud dans quelques minutes, ne bouge pas, vous êtes un ange, mademoiselle Hélène, » marmonna Arthur, serrant les paquets chauds contre sa poitrine, « que Dieu vous bénisse. » Hélène se leva, prit le pichet en argent vide, essuya la pluie de ses yeux et se tourna vers le restaurant. À travers la vitre, elle croisa le regard de Mark Sterling. Son sourire avait disparu, son visage était un masque de fureur, il n'avait pas eu son spectacle, il n'avait pas brisé la brebis. Hélène poussa les portes et retourna dans la chaleur de la cage dorée, elle dégoulinait, ses cheveux étaient plaqués sur son crâne, son maquillage coulait, elle avait l'air d'une épave. Mais alors qu'elle marchait vers la table 4, sa démarche était différente, le boitement avait disparu, sa tête était haute, elle ne marchait plus comme une serveuse, elle marchait comme un procureur entrant dans un tribunal. Le silence dans le restaurant était maintenant lourd, chargé d'anticipation. Hélène marcha droit vers Mark Sterling, elle ne posa pas le pichet, elle le claqua doucement sur la table avec un bruit résonnant qui fit sauter les verres à vin, l'eau de ses vêtements goûtant sur la nappe immaculée, la tachant de sombre. Mark la fixa, ses yeux se plissant en fente, la veine de sa tempe palpitant. « Vous avez échoué, » cracha Mark, sa voix basse et venimeuse. « Je vous ai dit de le verser sur lui, vous avez raté, vous n'aurez rien, pas d'argent, et je vais m'assurer que vous perdiez ce travail avant que je ne parte ce soir. » Brice et Cédric regardèrent leur patron, puis Hélène, incertain s'ils devaient rire ou détourner le regard. Hélène tint bon, elle ne broncha pas, elle regarda le milliardaire de haut et pour la première fois de la soirée, c'était elle qui dominait. « Je n'ai pas échoué, monsieur Sterling, » dit Hélène, sa voix claire, projetant jusqu'au fond de la salle. « J'ai répondu à votre question. » « Je n'ai pas posé de question, » claqua Mark, frappant sa main sur la table. « J'ai donné un ordre, je vous ai demandé de décider si vous étiez un loup ou une brebis. »« Non, » l'interrompit Hélène, « vous avez posé une question piège, vous avez présenté une fausse dichotomie. » Mark cligna des yeux. « Pardon ? Vous pensez que le monde est divisé en loups et en brebis ?» Hélène continua, sa voix gagnant en force, alimentée par sa formation en psychologie. « Vous pensez qu'il n'y a que des prédateurs et des proies, et vous m'avez offert de l'argent pour prouver que j'étais un prédateur comme vous, mais c'est là le piège. Mark, c'est le mensonge que vous vous racontez pour dormir la nuit. » Elle pointa un doigt tremblant vers la fenêtre, vers Arthur. « Cet homme dehors, ce n'est pas une brebis, c'est un marine décoré qui a sorti 3 hommes d'un véhicule de transport en feu, il a enduré plus de douleur dans un petit doigt que vous dans votre vie entière, il n'est pas faible, il est brisé, il y a une différence. » Elle tourna son regard vers Mark, ses yeux le disséquant. « Et vous ? Vous n'êtes pas un loup, monsieur Sterling.
La salle octa, quelqu'un laissa tomber une fourchette, le visage de Marc vira au rouge violent. « Surveillez votre bouche, petite. Un loup tue pour survivre. » Hélène l'écrasa. « Un loup protège sa meute, vous blessez les gens pour le divertissement, vous balancez de l'argent au-dessus des gens désespérés pour les regarder sauter parce que c'est la seule façon pour vous de vous sentir grand. Ce n'est pas du pouvoir, Marc, c'est de la pathologie. » Elle se pencha plus près, sa voix tombant dans un murmure qui était en quelque sorte plus fort qu'un cri. « J'ai étudié des hommes comme vous pour ma thèse de master. Trouble de la personnalité narcissique avec tendance sadique, vous ne torturez pas les serveurs parce que vous êtes fort. Vous le faites parce que vous êtes terrifié que si l'on enlève les milliards, les costumes et la peur que vous inspirez, il n'y a absolument rien en dessous, vous êtes vide. » Marc était figé, sa bouche s'ouvrit mais aucun mot ne sortit, il avait été réprimandé dans des salles de conseil, crié dessus par des actionnaires, mais il n'avait jamais été analysé par une servante devant un public. Hélène tendit la main et prit la liasse de 10 000 €. La main de Marc tressaillit comme pour la reprendre, mais il ne bougea pas. « Vous avez dit que cet argent était pour nettoyer les ordures, » dit Hélène, pesant l'argent dans sa main. Elle regarda le sans-abri dehors, puis elle regarda Mark Sterling. « Je suis d'accord, » dit-elle, « les ordures ne devraient pas être dans un endroit comme celui-ci. » Elle jeta la liasse d'argent sur la table, elle atterrit juste devant Marc. « Mais je ne veux pas de votre argent, monsieur Sterling, parce que l'argent d'un homme comme vous est sale, et contrairement à vous, je ne peux pas être acheté, je ne suis pas un loup, je ne suis pas une brebis, je suis un être humain, quelque chose que vous avez clairement oublié comment être il y a longtemps. » Hélène prit une profonde inspiration, l'adrénaline secouait son corps, mais elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Maintenant, » dit-elle en se tournant vers son gérant stupéfait, « Monsieur Henry, je démissionne. » Elle dénoua son tablier, le mit en boule et le laissa tomber sur la table juste à côté du filet mignon intact. « Bon appétit, messieurs, » dit-elle, tournant les talons et commençant à s'éloigner. Pendant 3 secondes, il y eut un silence, puis un applaudissement l'en commença, venant du fond de la salle, un homme plus âgé en costume gris se levait, puis la femme à la table 6 se leva, puis le couple à la table 7. Soudain le restaurant éclata, ce n'était pas un applaudissement poli, c'était une ovation tonitruante. Les gens étaient debout, acclamant la serveuse trempée qui venait de tuer le dragon. Mark Sterling resta assis dans sa chaise, le visage pâle, la bouche légèrement entr'ouverte, il regarda autour de la pièce, réalisant pour la première fois que son argent ne pouvait pas le sortir de cette humiliation, il avait perdu la salle, il avait perdu le jeu. Mais l'histoire n'était pas finie. Alors qu'Hélène atteignait les portes de la cuisine, ayant l'intention de prendre son sac et de partir par l'allée arrière, une voix appela. « Attendez, mademoiselle Vance, s'il vous plaît, attendez. » Ce n'était pas Marc, c'était l'homme plus âgé qui avait commencé les applaudissements, il marchait vers elle, s'appuyant sur une canne, se déplaçant avec un air d'autorité distinct, il était habillé modestement, mais sa montre était une Patek Philippe, discrète mais valant plus que le bâtiment. Hélène s'arrêta, essuyant un mélange de pluie et de larmes de son visage. « Je suis désolé. Monsieur, je ne travaille plus ici, vous devrez demander à quelqu'un d'autre. »« Je ne cherche pas une serveuse, » dit l'homme en s'arrêtant devant elle, il avait des yeux gentils mais perçants, « je cherche une psychologue. » Hélène fronça les sourcils, confuse. « Pardon. » L'homme sourit, fouillant dans sa poche. « Je m'appelle Thibaut Ross, je suppose que vous avez entendu parler des entreprises Ross. » Le souffle d'Hélène se coupa. Les entreprises Ross étaient un conglomérat philanthropique mondial. Ils géraient des hôpitaux, des centres de recherche et des réseaux de soutien aux vétérans. Thibaut Ross était une légende dans la ville, l'anti-Mark Sterling. « Oui, bien sûr, » bégaya Hélène. « J'étais assis à la table 9, » dit Thibaut, gestuant avec sa canne. « J'ai tout vu, j'ai vu comment vous avez géré le stress, j'ai vu la compassion que vous avez montrée à ce vétéran dehors, et j'ai entendu votre analyse de M. Sterling, c'était remarquablement précis. » Thibaut s'approcha, baissant la voix. « Ma directrice des ressources humaines vient de prendre sa retraite, j'ai besoin de quelqu'un qui comprend les gens, quelqu'un qui peut repérer le caractère, qui ne peut pas être acheté, et qui a une colonne vertébrale en acier. J'ai interviewé des candidats avec des MBA de grandes écoles depuis des mois, et aucun d'eux ne m'a impressionné la moitié de ce que vous avez fait ces 5 dernières minutes. » Il tendit une carte de visite, c'était du papier cartonné épais couleur crème avec un lettrage doré. « Je ne peux pas vous offrir 10 000 € pour jeter de l'eau sur un homme, » sourit doucement Thibaut, « mais je peux vous offrir un salaire de départ de 120 000 € par an, des avantages complets, et une prime à la signature qui couvrira toutes les factures médicales qui vous inquiètent. J'ai vu le regard dans vos yeux quand vous avez regardé cet argent, je reconnais l'inquiétude d'un aidant quand je la vois. » Hélène fixa la carte, le bruit du restaurant s'estompa. 120 000 par an, c'était le salut, c'était un miracle. « Êtes-vous sérieux ?» chuchota-t-elle. « Je ne plaisante jamais avec le talent, mademoiselle Vance, présentez-vous à mon bureau lundi à 9 h. » Thibaut se tourna pour regarder Mark Sterling, qui faisait maintenant frénétiquement signe pour son addition,
désespéré d'échapper au regard furieux des autres convives. « Et ne vous inquiétez pas pour lui, » dit Thibault assez fort pour que Marc entende. « L'action Sterling Tech dépend de leur image publique. J'imagine que lorsque la vidéo que ce jeune homme à la table s'est apprise sera en ligne, M. Sterling aura de bien plus gros problèmes qu'une nappe mouillée. » Hélène regarda Thibault, puis le Marc Sterling vaincu, et enfin la carte de visite dans sa main. « Merci, » dit-elle d'une voix étranglée, « merci. » Elle poussa les portes de la cuisine, son cœur s'envolant, elle avait traversé le feu et elle en était sortie de l'autre côté, non seulement avec sa dignité, mais avec un avenir. Mais alors qu'elle rassemblait ses affaires dans le vestiaire, son téléphone vibra, c'était un texto d'un numéro inconnu. « Tu crois avoir gagné ? Ce n'est pas fini, personne ne m'humilie, surveille tes arrières, Hélène. » Hélène fixa l'écran, la joie se retirant de son visage. Marc Sterling n'était pas seulement une brute, c'était un prédateur, et elle venait de le blesser, elle n'était pas encore sortie d'affaire, le jeu venait de passer à un niveau beaucoup plus dangereux. Le lundi matin arriva avec une luminosité surréaliste, pour la première fois en 3 ans, Hélène ne se réveilla pas avec le poids écrasant de l'angoisse sur la poitrine, elle se réveilla avec un but, elle s'habilla de son seul blazer professionnel, une pièce grise anthracite qu'elle avait sauvée de ses jours d'études supérieures, elle se regarda dans le miroir, la serveuse fatiguée avait disparu, à sa place se tenait Hélène Vance, assistante exécutive du PDG des entreprises Ross. La vidéo de la confrontation à la cage dorée était devenue virale pendant le week-end. Quelqu'un l'avait intitulée « Une serveuse détruit une brute milliardaire » et elle avait accumulé 12 millions de vues en 48 heures, les commentaires étaient un flot de soutien. « C'est une reine. Je travaillais pour Sterling Tech, je confirme que c'est un cauchemar. Est-ce que quelqu'un sait si elle a une cagnotte en ligne ?» Hélène essaya d'ignorer la célébrité. Elle savait que l'Internet avait la mémoire courte, aujourd'hui c'était à propos du monde réel. Les entreprises Ross étaient situées dans un monolithe de verre au centre du quartier financier de la Défense, le hall était calme, efficace, et sentait le jasmin, quand Hélène passa son nouveau badge au tourniquet, une petite lumière verte bipa, accès accordé, c'était comme si elle était réadmise dans la société. Thibault Ross l'attendait dans un bureau d'angle qui donnait sur la grande arche, il ne la traita pas comme un cas social, il la traita comme un prodige. « Nous avons beaucoup de travail à faire, Hélène, » dit Thibault en lui tendant une tablette. « Nous lançons une nouvelle initiative pour le logement des vétérans le mois prochain. Étant donné votre interaction avec Arthur vendredi, je veux que vous dirigiez la sensibilisation communautaire, vous avez l'empathie qui nous manquait. » Hélène passa la matinée dans un état de productivité intense. Elle était douée pour ça. Elle analysait les données démographiques, coordonnait avec les refuges, et utilisait son expérience en psychologie pour prédire les réticences de la communauté. Pour la première fois, son cerveau était utilisé, pas seulement ses pieds. Au déjeuner, elle s'assit dans la salle de pause, regardant son compte bancaire sur son téléphone, la prime à la signature était arrivée. Son compte, habituellement dans le rouge, avait maintenant 5 chiffres, elle avait déjà transféré l'argent pour l'opération de sa mère, sa maman pleurait au téléphone il y a 1 heure, c'était parfait, c'était trop parfait. À 14 heures, la bulle éclata. Hélène était à son bureau en train d'organiser des dossiers lorsque 2 hommes en costume sortirent de l'ascenseur. Ce n'étaient pas des costumes d'entreprise, c'étaient des costumes bon marché, mal ajustés, ils avaient des insignes à la ceinture, des détectives de la police judiciaire. Ils marchèrent droit vers la réceptionniste, montrèrent un mandat, et pointèrent Hélène. Le cœur d'Hélène martela contre ses côtes. Thibault sortit de son bureau, les sourcils froncés. « Messieurs, puis-je vous aider ?» Thibault Ross demanda l'un des détectives. « Nous sommes ici pour votre employée, Hélène Vance. » Hélène se leva, ses jambes tremblant. « Moi ? Pourquoi ?» Le détective s'approcha de son bureau, il ne souriait pas. « Hélène Vance, vous êtes en état d'arrestation. » Arrestation. Hélène octa, le bureau devint silencieux. « Pourquoi ?»« Vol aggravé, » dit le détective en sortant des menottes. « Monsieur Marc Sterling a déposé une plainte. Il prétend que vendredi soir, après avoir créé une distraction en se disputant avec lui, vous avez volé 10 000 € en liquide de sa table. Il a des déclarations sous serment de 2 témoins affirmant qu'ils vous ont vu empocher l'argent avant de quitter le restaurant. »« C'est un mensonge !» cria Hélène alors que le métal froid menottait ses poignets. « Je l'ai. Lui est renvoyé. Tout le monde l'a vu. » « Les témoins disent le contraire, » dit le détective impassible, « et comme il n'y a pas de caméra dans la section privée de la cage dorée, c'est sa parole contre la vôtre et ses témoins. »« Brice et Cédric, » chuchota Hélène, réalisant la profondeur du piège, Marc avait utilisé ses laquais pour faire un faux témoignage. Thibault s'avança, le visage sombre de colère. « C'est ridicule, j'étais là, elle n'a pas pris un centime. »« Alors vous pourrez faire une déclaration au procureur, monsieur Ross, » dit le détective, « mais pour l'instant, elle vient avec nous, 10 000 € c'est un crime, mademoiselle Vance, vous risquez 5 à 10 ans. » Ils la traînèrent dehors, la paradèrent à travers le bureau de son nouveau travail, l'humilièrent devant les gens avec qui elle venait de commencer à nouer des liens.
Alors qu'il la menait dans l'ascenseur, Hélène vit Thibault au téléphone, criant après son équipe juridique, mais alors que les portes se fermaient, la panique s'installa. Marc n'essayait pas seulement de la faire virer, il essayait de la mettre en cage. Il était le loup, et il venait de refermer ses mâchoires sur sa gorge. La cellule de garde à vue sentait l'eau de Javel et le désespoir. Hélène était assise sur le banc en métal, serrant ses genoux. Elle avait été traitée, ses empreintes prises, et sa photo d'identité judiciaire prise, une photo qu'elle savait que Marc ferait fuiter à la presse dès le matin. La serveuse qui a fait honte au milliardaire est en fait une voleuse. Les titres s'écrivaient d'eux-mêmes, il réécrivait le récit, il transformait l'héroïne en méchante. 3 heures plus tard, la lourde porte s'ouvrit, une femme dans un costume bleu marine impeccable entra. Elle ressemblait à un requin, mais un requin amical. « Hélène, je suis Sarah Jenkins, je suis la chef du service juridique des entreprises Ross, Thibault m'envoie. » Hélène expira, un sanglot s'échappant de sa gorge. « Je ne l'ai pas fait, Sarah, je le jure. »« Nous le savons, » dit Sarah en s'asseyant et en ouvrant une mallette. « Thibault a fait une déclaration, mais voici le problème. La police a les déclarations sous serment de Marc, Brice, Cédric, et c'est la pire partie, monsieur Henri, le gérant. » Henri. Hélène se sentit malade. Pourquoi mentirait-il? Parce que Sterling Tech vient d'acheter l'immeuble où se trouve la cage dorée, expliqua Sarah sombrement. Henri a probablement reçu l'ordre de corroborer l'histoire ou de perdre sa pension. Ils ont un récit unifié. Vous avez jeté l'eau, causé une scène, et dans le chaos, vous avez subtilisé la liasse de billets avant de sortir en trombe. Ils prétendent avoir vérifié la table immédiatement après votre départ, et l'argent avait disparu. C'est un coup monté, dit Hélène, sentant les murs se refermer. C'en est un, acquiesça Sarah, mais au tribunal, c'est 4 témoins contre un accusé et un témoin, Thibault, et l'accusation peindra Thibault comme partial parce qu'il vous a embauché. Pour un jury, cela ressemble à une parole contre une autre, et Marc a les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. Ils vont traîner votre histoire financière. Ils montreront vos dettes, ils montreront les factures médicales de votre mère, ils construiront un mobile. Ils diront que vous étiez désespéré. Hélène enfouit son visage dans ses mains. Donc je vais en prison parce que j'ai tenu tête à une brute. Pas si nous pouvons trouver la faille dans leur histoire, dit Sarah, tapotant son stylo sur son bloc-notes. Il y avait une tierce partie, quelqu'un qui n'était pas à l'intérieur du restaurant, mais qui avait une vue sur la table. Hélène leva les yeux. La fenêtre. Exactement, hocha Sarah. La vidéo virale commence après que vous soyez revenu à l'intérieur. Elle ne montre pas la table pendant la transaction, mais le sans-abri, Arthur, vous avez dit qu'il était juste devant la fenêtre. À 2 mètres. Oui, dit Hélène, ses yeux s'écarquillant, il était couché sur la grille. La table était juste à côté de la vitre, il aurait vu si je prenais l'argent, ou si Marc le reprenait. C'est notre témoin clé, dit Sarah. Si un témoin tiers impartial témoigne que l'argent était encore sur la table quand vous êtes parti, l'affaire s'effondre, le procureur ne poursuivra pas, nous devons le trouver, dit Hélène en se levant, je peux payer la caution. Thibault l'a déjà payé, sourit Sarah. Vous êtes libre de partir en attendant l'audience, mais Hélène, Marc est au courant pour Arthur aussi. Si Marc est intelligent, et il sait qu'Arthur est un problème. Hélène sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de la prison. Nous devons l'atteindre en premier. 1 heure plus tard, Hélène était de retour dans la rue devant la cage dorée. La pluie avait cessé, mais le pavé était encore humide. Elle portait un sweat à capuche et un jean, essayant de rester discrète. Sarah était dans une voiture garée plus bas dans la rue, prête à fournir une couverture juridique si les choses tournaient mal. Hélène marcha jusqu'à l'endroit où Arthur dormait habituellement. C'était vide, pas juste vide, c'était aseptisé. Le carton avait disparu, les taches sur le béton avaient été nettoyées au jet haute pression. On aurait dit que personne n'avait jamais vécu là. Hélène courut dans la supérette d'Axe en grave côté. Elle connaissait le vendeur, un adolescent nommé Ravi. Ravi, appela-t-elle, où est Arthur? Ravi avait l'air nerveux, il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Je ne sais pas, Hélène. Des types sont passés samedi, des gros bras, genre sécurité privée. Ils ont dit à Arthur qu'il ne pouvait plus rester ici, ils ont dit que c'était une propriété privée. Maintenant. Lui ont-ils fait du mal? Demanda Hélène, agrippant le comptoir. Ils l'ont mis dans une camionnette, chuchota Ravi. Ils ont dit qu'ils l'emmenaient dans un refuge, mais Arthur criait, il ne voulait pas y aller. Le sang d'Hélène se glaça. Marc avait kidnappé un témoin, ou pire. As-tu vu la camionnette? Demanda Hélène. As-tu relevé la plaque? Non, Ravi secoua la tête, mais Arthur a laissé tomber quelque chose quand ils l'ont attrapé, je l'ai ramassé. Ravi chercha sous le comptoir et sortit un petit objet sale. C'était une plaque d'identité militaire, vieille, rouillée, accrochée à une chaîne cassée, et enroulée autour, l'emballage vide des chaufferettes qu'Hélène lui avait données cette nuit-là. Hélène prit la plaque, on pouvait lire Arthur Pénaligan, Légion étrangère, matricule 4 296 811. Il a gardé l'emballage,
chuchota Hélène, les larmes piquant ses yeux, il savait que j'essayais d'aider. Elle courut vers la voiture, elle sauta sur le siège passager. Ils l'ont pris, dit Hélène à Sarah, sa voix tremblant de rage. L'équipe de sécurité de Marc l'a emmené dans une camionnette samedi. Sarah jura doucement. S'ils l'ont intimidé ou payé pour quitter la ville, nous sommes coulés. Mais s'ils le détiennent quelque part contre son gré, c'est un enlèvement, c'est un crime fédéral. Ça fait tomber tout l'Empire. Comment le trouver? Il pourrait être n'importe où dans Paris, dit Hélène. Sarah sortit son ordinateur portable. Sterling Tech vient d'acquérir le projet de logement sur les quais, non? C'était ce qu'il célébrait. Oui. Je regarde les plans de l'acquisition, Sarah tapa furieusement. C'est un complexe massif de vieux entrepôts à Saint-Denis prévu pour la démolition la semaine prochaine. Si j'étais un milliardaire essayant de planquer un vétéran sans abri là où personne ne regarderait, je le mettrais dans un bâtiment que je possède, qui est clôturé et sur le point d'être détruit. Elle tourna l'écran vers Hélène, une carte montrait une étendue désolée de docks. Industriel. Entrepôt 4B, dit Sarah, il a un contrat de sécurité privée attaché à lui, Sterling Private Security. Hélène regarda la carte. Il est là, je peux le sentir. On ne peut pas juste débarquer, avertit Sarah, c'est une violation de propriété. Si on a tort, Marc nous poursuit pour harcèlement, et tu vas en prison de toute façon, nous avons besoin de preuves qu'il est à l'intérieur avant d'appeler les flics. Hélène regarda les plaques d'identité dans sa main, elle se souvint des yeux d'Arthur, la terreur de la guerre dans laquelle il vivait encore, il avait survécu à la jungle, il ne survivrait pas à Mark Sterling. J'y vais, dit Hélène, sa voix se transformant en acier. Je connais cet entrepôt, mon père travaillait sur les docks, il y a une entrée par les égouts pluviaux côté nord, ça contourne les grilles. Hélène, c'est dangereux, dit Sarah. Marc a essayé de ruiner ma vie, Sarah, maintenant il blesse un vieil homme pour couvrir ses traces, je n'attends pas un mandat, je vais chercher la vérité. Hélène ouvrit la porte de la voiture. Garde ton téléphone allumé, dit Sarah, réalisant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter, diffuse-le, si quoi que ce soit arrive, j'ai besoin que ce soit sur le cloud instantanément. Hélène hocha la tête, elle releva sa capuche, elle avait fini de servir, il était temps de chasser. L'égout pluvial était un cauchemar de boue glaciale et de barres d'armature rouillées. Hélène rampait sur les mains et les genoux, la puanteur de l'huile et de la pourriture remplissant son nez, elle tenait son téléphone dans sa poche de poitrine, l'objectif de la caméra dépassant juste, diffusant en direct vers un serveur cloud privé que Sarah surveillait. 20 mètres plus loin, elle trouva la grille d'accès, elle la poussa avec un grognement de métal rouillé et grimpa dans l'entrepôt 4B. L'espace était caverneux, éclairé seulement par des lumières de secours qui projetaient de longues ombres squelettiques, il était rempli de caisses d'expédition en décomposition et de machinerie lourde marquée pour la démolition, la pluie martelait le toit en tôle ondulée, créant une symphonie industrielle assourdissante. Hélène se déplaça silencieusement, se cachant derrière un chariot élévateur. Au centre de l'entrepôt, sous une lampe de chantier suspendue, elle vit une cage de fortune faite de clôtures grillagées. À l'intérieur, assis sur une caisse en bois, se trouvait Arthur, il n'était pas attaché, mais il était terrifié. Il se balançait d'avant en arrière, marmonnant pour lui-même, serrant l'emballage des chaufferettes comme un talisman. Debout à l'extérieur de la cage, l'air ennuyé, se trouvait Cédric, l'un des yes-men de Marc du restaurant, il faisait défiler son téléphone, une veste de gardien de sécurité étrangement lâche sur sa silhouette. Le cœur d'Hélène battait à tout rompre. C'était un véritable enlèvement, séquestration, elle sortit de derrière le chariot élévateur, tenant son téléphone fermement. Cédric. Sa voix résonna dans l'espace faisant écho. Cédric sursauta, laissant presque tomber son téléphone, il plissa les yeux dans l'obscurité. Qui est là? C'est une propriété privée. Hélène entra dans la lumière. C'est fini, Cédric, laisse-le partir. Les yeux de Cédric s'écarquillèrent. Hélène, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être en prison. Et tu es censé être un assistant exécutif, pas un geôlier, dit Hélène en s'approchant de la cage. Est-ce que Marc t'a promis une promotion pour ça? Kidnapper un vétéran? Ce n'est pas un kidnapping. Une voix lisse et arrogante fit écho depuis les ombres derrière elle. C'est de la garde à vue protectrice. Hélène se retourna. Mark Sterling émergea de l'obscurité, portant un trench coat immaculé sur son costume, tenant un parapluie enroulé comme une canne, il avait l'air totalement déplacé dans l'entrepôt. Crasseux, comme un diamant dans un caniveau. Vous êtes tenace, Hélène, je vous l'accorde, ricana Marc en marchant vers la cage, il tapa le grillage avec son parapluie, faisant sursauter violemment Arthur. La plupart des brebis se couchent et saignent quand elles sont mordues. Arthur n'est pas votre propriété, Marc, dit Hélène, sa voix tremblant de fureur, et la vérité non plus, vous m'avez piégé. Marc rit, un son creux qui rebondit sur les murs métalliques. Bien sûr que je vous ai piégé.
Pensiez-vous vraiment pouvoir m'humilier en public et vous en tirer? Je contrôle le récit. Hélène, j'ai acheté l'immeuble, j'ai acheté les témoins, et bientôt j'achèterai le juge. Qui vont-ils croire? Un philanthrope milliardaire ou une serveuse désespérée avec une montagne de dettes? Il se pencha près de son visage. Vous voyez, Hélène, vous aviez raison sur une chose au restaurant. Je suis vide, mais ce vide est une faim, et je la nourris en écrasant de petites fourmis comme vous qui oublient leur place. Vous m'avez renvoyé 10 000 € au visage. Très bien. Maintenant vous allez en prison pour les avoir volés. C'est poétique. Hélène ne recula pas. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous avez oublié quelque chose, Marc. Ah oui, et quoi donc? Hélène sortit complètement son téléphone de sa poche. L'écran brillait en rouge. Live stream, 450 spectateurs. Marc se figea. Il regarda le téléphone, puis Hélène. Sarah, tu as eu tout ça? Dit Hélène au téléphone. La voix de Sarah sortit du haut-parleur, cristalline et triomphante. Chaque mot, l'aveu du coup monté, l'intimidation des témoins, l'enlèvement, la police est à 90 secondes. La couleur quitta le visage de Marc, il regarda Cédric, qui reculait déjà vers la sortie. Vous n'oseriez pas, bégaya Marc, l'arrogance s'évaporant, remplacée par une pure terreur. Savez-vous qui je suis? Je sais exactement qui vous êtes, dit Hélène en passant devant lui vers la porte de la cage. Elle défit le loquet simple. Vous êtes un petit homme triste qui vient de construire sa propre prison. Elle ouvrit la porte et s'agenouilla devant Arthur. Arthur, c'est Hélène, il est temps de rentrer à la maison. Arthur leva les yeux, son regard s'éclaircissant, il vit Hélène et ensuite il vit l'homme en trench-coat tremblant derrière elle. Les arbres sont calmes maintenant, Charlie, chuchota Arthur, un petit sourire se formant sur son visage buriné. Oui, Arthur, dit doucement Hélène en l'aidant à se lever, ils sont calmes. Soudain, les portes de l'entrepôt s'ouvrirent avec fracas, des lumières bleues inondèrent l'espace sombre, une équipe d'intervention de la police entra, arme au poing. Police. À terre, maintenant. Cédric fut plaqué au sol avant d'avoir fait 3 mètres. Mark Sterling, le loup de la Silicon Valley, l'homme qui valait 30 milliards, ne se battit pas. Il s'affaissa sur ses genoux sur le béton sale, mettant ses mains sur sa tête, vaincu non par l'argent ou le pouvoir, mais par la vérité diffusée à travers un écran de smartphone fissuré. Alors que la police menottait Marc et lui lisait ses droits, Sarah courut à l'intérieur. Flanquée de paramédicaux pour Arthur, elle serra Hélène si fort qu'elle faillit lui fêler une côte. « Espèce de folle géniale !» cria Sarah. « On l'a eu, c'est fini, le procureur rédige déjà les charges, il est fini. » Hélène regarda alors qu'ils emmenaient Marc, il la regarda une dernière fois, ses yeux pleins de haine, mais aussi d'une nouvelle émotion inconnue, la peur. Hélène ne se sentait pas triomphante, elle se sentait juste fatiguée et propre. Le lendemain, les gros titres étaient différents. Milliardaire arrêté pour enlèvement et machination contre une serveuse, la vidéo virale de la confession dans l'entrepôt avait 50 millions de vues à midi, l'action Sterling Tech avait chuté de 40% en 1 heure. Hélène était assise dans son nouveau bureau aux entreprises Ross. Le soleil brillait, Thibault entra et posa une tasse de café fraîche sur son bureau. « Arthur est installé à l'hôpital militaire, » dit doucement Thibault. « Il est en sécurité, il a demandé après vous. »« J'irai le voir ce soir. » sourit Hélène en prenant une gorgée de café. Il avait meilleur goût que tout ce qu'elle avait jamais servi à la cage dorée. « Vous savez, » dit Thibault en regardant par la fenêtre la ville en contrebas, « Marc avait raison sur une chose, le monde est plein de loups. » Il se tourna et regarda Hélène avec un immense respect. Mais il a oublié que parfois, les brebis ont des dents. Hélène regarda son reflet dans l'écran de l'ordinateur, la serveuse épuisée avait disparu pour toujours. La femme qui la regardait était forte, incassable et enfin libre. L'histoire d'Hélène prouve que le véritable pouvoir n'est pas combien d'argent vous avez à la banque, c'est l'intégrité que vous portez dans votre âme. Mark Sterling pensait que tout le monde avait un prix, mais il a appris à ses dépens que certaines choses, comme la dignité et la vérité, ne peuvent pas être achetées. Hélène ne s'est pas seulement sauvée elle-même, elle a sauvé Arthur, et elle a exposé un prédateur qui se cachait à la vue de tous. Que auriez-vous fait à la place d'Hélène? Auriez-vous pris les 10 000 €, ou auriez-vous tenu bon?